Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des institutions européennes, et plus précisément des institutions de l'Union européenne. Nous situerons cela dans l'ensemble du contexte européen, avec d'autres organisations que nous évoquerons de façon sommaire. Nous verrons la construction européenne depuis son origine, longue, complexe, et qui le demeure, jusqu'aux défis démocratiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'analyse du fonctionnement actuel de l'Union européenne au regard des exigences démocratiques qui devraient faire l'objet de réformes si tant est qu'elles puissent aboutir selon la volonté des États membres notamment. Commençons par nous interroger sur la notion même d'Europe. Vous avez sous les yeux, inspiré du diagramme d'Euler, E-U-L-E-R, mathématicien suisse du XVIIIe siècle qui a inventé la représentation géométrique d'ensembles et de sous-ensembles. Ça a l'air compliqué et je vous rassure, ça l'est. Cependant, cette façon de représenter les choses avec un peu d'attention permet d'y voir plus clair. Ainsi, vous voyez que ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe contient ou recoupe toutes les organisations ou entités qui sont représentées ici, dont l'Union européenne, à l'intérieur de laquelle on y trouve la zone euro. Ainsi, on voit immédiatement les États qui appartiennent à la zone euro et ceux qui ne s'y trouvent pas, tandis qu'il est permis de constater que l'espace Schengen concerne une partie des États appartenant à l'Union européenne, ainsi que des États qui ne sont pas dans l'Union européenne. Constatons également que l'accord de libre-échange centre-européen réunit 7 pays, dont un, le Kosovo, n'adhère pas au Conseil de l'Europe, tandis que la Moldavie appartient également à une autre entité qui a vocation à défendre la démocratie, le sigle GUAM, représentant simplement Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldavie, ces 4 États appartenant tous au Conseil de l'Europe. De même, l'Union économique eurasiatique, conclue après la dislocation de l'Union soviétique, réunit des États dont 3 ne sont pas dans le Conseil de l'Europe, tandis que 2 y étaient. En fait, nous verrons que la Russie ne s'y trouve plus et nous y reviendrons. Le Conseil de l'Europe est la plus ancienne organisation intergouvernementale européenne, créée en 1949 pour promouvoir la coopération autour de valeurs communes, dont la démocratie, à travers notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a regroupé la totalité des pays d'Europe jusqu'au Groenland, en lien avec le Danemark, à l'exception de la Biélorussie ou Bélarus, qui n'a jamais réuni les conditions d'entrée dans le Conseil de l'Europe, jusqu'à l'exclusion récente de la Russie en mars dernier, suite à l'invasion de l'Ukraine. À noter que le Conseil de l'Europe est totalement indépendant de l'Union européenne, mais collabore avec elle dans certains domaines, sachant que les 27 États membres de l'Union européenne
sont membres du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe n'a pas de vocation gouvernementale ou supra-gouvernementale. Il œuvre principalement pour la sauvegarde des droits de l'homme et pour les valeurs démocratiques. Quant à l'Union européenne, voyons les organisations qui la jouxtent ou la recoupent. Nous avons déjà évoqué la zone euro, dans laquelle se trouvent 19 États membres de l'Union européenne, tandis que les autres États ont vocation à rejoindre la zone euro selon leur capacité budgétaire et financière leur permettant d'y adhérer. Vous avez ici l'espace économique européen qui concerne 3 États n'appartenant pas à l'Union européenne, mais bénéficiant des privilèges accordés aux États intervenant sur le marché unique européen. L'union douanière avec l'Union européenne concerne 4 États qui bénéficient de l'exonération des droits de douane sur le périmètre de l'Union européenne. Enfin, remarquons que 4 États, dont le Vatican qui n'appartient pas au Conseil de l'Europe, bénéficient de la possibilité d'utiliser l'euro. Nous avons déjà évoqué l'espace Schengen et nous y reviendrons. S'agissant du Royaume-Uni, qui a quitté l'Union européenne en 2020, on pourrait le situer ici, puisqu'il continue à appartenir au Conseil de l'Europe, mais ne bénéficie plus d'aucun accord bilatéral avec quelque puissance mondiale que ce soit. Mais au fait, l'Union européenne, c'est quoi? On dit qu'il s'agit d'une organisation sui generis. Littéralement, sui generis peut se traduire par de sa propre espèce. On veut dire par là que l'Union européenne est un modèle original qui n'existe nulle part ailleurs. Ce n'est ni une confédération, ni une fédération, ni un État. Nous verrons que c'est la construction européenne qui explique cette originalité, mais aussi sa complexité. L'Union européenne s'est dotée de son propre budget. L'Union européenne dispose de ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel. Il combine une logique de moyen terme, avec l'adoption d'un cadre financier sur 7 ans, c'est-à-dire qui dépasse la mandature des institutions européennes de 5 ans, et des décisions de court terme prises chaque année pour préciser le budget des différents organes de l'Union européenne. Ce budget ne représente qu'environ 1,4% du revenu national brut de l'ensemble des États membres. Et encore, il est en amélioration puisque dans le cadre précédent, nous ne dépassions pas 1%. Je dis que parce que, en comparaison avec les États-Unis d'Amérique par exemple, qui, pour le budget fédéral, dispose d'environ 20% du revenu national brut des États fédéraux, et la contribution des États membres est relativement modeste, contrairement aux sottises qu'on a pu entendre au moment de la campagne qui a conduit au Brexit. Vous avez ici la répartition du budget qui est pour une large part consacrée à ce qu'on appelle la croissance intelligente et inclusive, c'est-à-dire
essentiellement les questions de l'emploi, avec comme priorité faire entrer dans le monde du travail ceux qui en sont exclus. Vous avez 40% de ce budget qui est consacré à la croissance durable et aux ressources naturelles, c'est-à-dire notamment la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les autres parties du budget se répartissant entre l'aide au développement, l'administration, la sécurité, la citoyenneté et la justice. L'Union européenne a adopté une charte des droits fondamentaux, proclamée officiellement le 12 décembre 2007. Cette charte des droits fondamentaux a la même valeur que les traités, c'est-à-dire que ces 54 articles s'imposent de façon obligatoire à l'ensemble des États membres. Et son respect est garanti par la Cour de justice de l'Union européenne, dont nous reparlerons ultérieurement. Les 6 titres traitent de la dignité, c'est-à-dire l'interdiction de la peine de mort, l'intégrité physique et mentale, l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Les libertés, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression et d'information, de réunion et d'association, etc. Égalité, toutes les personnes sont égales en droit, non-discrimination, diversité culturelle, religieuse et linguistique, droits de l'enfant, des personnes âgées et intégration des personnes handicapées. Solidarité, c'est-à-dire droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise, droit de négociation et d'action collective, protection en cas de licenciement injustifié, conditions de travail justes et équitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, sécurité sociale et aide sociale, protection de l'environnement et protection des consommateurs. Citoyenneté, droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen, droit de pétition devant le Parlement européen, liberté de circulation et de séjour. Justice, droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, présomption d'innocence et droit de la défense, principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, et droit à ne pas être jugé ou puni pénalement 2 fois pour une même infraction. À noter que la France a été condamnée à plusieurs reprises à propos de ce dernier droit de ne pas être jugé ou puni 2 fois pour une même infraction. L'Union européenne, qui a pour devise, rappelons-le, unie dans la diversité, compte aujourd'hui 27 États membres de tailles différentes et aux modes d'organisation institutionnelle variés. Elle rassemble au total plus de 443 millions d'habitants. Et ses objectifs fondamentaux, union sans cesse plus étroite entre les États et les peuples européens, sauvegarde de la paix et recherche de l'unité politique, a également à assurer le progrès économique et social. Et j'insiste là-dessus, puisque nous sommes maintenant sortis d'une logique purement économique. L'aventure commence en 1957 avec la signature du traité de Rome. En réalité, les signataires ont conclu 2 traités. Un traité sur la Communauté économique européenne, la CE, et un autre traité sur la Communauté européenne de l'énergie atomique, dit
aussi Euratom. En 1962, on se met d'accord sur le principe d'une politique agricole commune, la fameuse PAC. En 1965, les traités de fusion. Alors, on fusionne les deux traités dont je viens de parler et le traité sur la communauté européenne du charbon et de l'acier qui, dès 1951, avait mutualisé les moyens de production de l'armement pour éviter le retour de la guerre en Europe. 1968, l'union douanière qui conduira plus tard au marché unique. Ce premier édifice a été bâti par 6 pays fondateurs, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie. En 1973, premier élargissement, c'est ainsi qu'on appelle l'intégration de nouveaux pays. En l'occurrence, 3 pays supplémentaires, l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark. Je précise que quand on dit Irlande, on désigne la République d'Irlande, à l'exception donc de l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni. 1974, création du Conseil européen, première institution rassemblant les chefs d'État ou de gouvernement. 1979, d'une part, mise en place du système monétaire européen qui conduira plus tard à l'euro, et d'autre part, première élection des députés européens, étant précisé que Madame Simone Veil est élue cette année-là première présidente du Parlement européen. Puis, 1981, intégration d'un membre supplémentaire, la Grèce, deuxième élargissement qui porte le nombre des États membres à 10. En 1985, signature du traité de Schengen. L'accord de Schengen a été signé par 5 des membres de la communauté européenne d'alors, l'Allemagne de l'Ouest, nous étions avant la réunification, la France et les pays du Benelux, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Aujourd'hui, l'espace Schengen comprend 26 membres, la quasi-totalité des États membres de l'Union européenne, à l'exception de la République d'Irlande, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie, auxquels s'ajoutent 3 États qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et la Suisse. L'espace Schengen, qu'est-ce que c'est? C'est la fin des contrôles policiers ou douaniers aux frontières intérieures, des contrôles renforcés aux frontières extérieures de l'Union européenne, une intensification de la coopération entre les services de police des différents États membres et la possibilité d'acheter et rapporter tout bien à usage personnel lors d'un voyage entre les pays de l'UE. En 1986, l'acte unique européen. C'est le traité qui a réformé la communauté économique européenne et ouvert la voie à la création d'un marché unique
en modernisant les institutions communautaires. Il a rendu effectives les 4 libertés qui avaient été définies par le traité de Rome à travers la notion de marché commun, c'est-à-dire libre circulation des marchandises et des services, avec la suppression des barrières non tarifaires, la libre circulation des personnes, la liberté pour une entreprise de s'installer dans le pays de son choix, et la libre circulation des capitaux. En 1986 également, 3e élargissement avec intégration de 2 membres supplémentaires, l'Espagne et le Portugal. 1992, le traité de Maastricht, qui revêt une importance toute particulière puisqu'il substitue à la CE, Communauté économique européenne, l'Union européenne, et nous sortons de la dimension purement économique. Par ailleurs, on évoque les 3 piliers de ce traité. D'une part, aller vers la monnaie unique. D'autre part, la mise en place effective de la citoyenneté et de la subsidiarité que nous avons évoquée avec la Charte des droits fondamentaux. Et enfin, les fameux critères de convergence, c'est-à-dire les conditions économiques et budgétaires requises pour entrer dans l'Union européenne. 1995, 4e élargissement, avec l'intégration de 3 États membres supplémentaires, 2 États scandinaves, la Suède et la Finlande, et l'Autriche. En 2002, la mise en place de l'euro. La première zone euro rassemblait 12 États membres de l'Union européenne, que vous avez ici, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie, donc l'ensemble des pays fondateurs, avec Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, l'Irlande, la péninsule ibérique, la Grèce, avec tous les ennuis que ça a donné par ailleurs, et la Finlande. En 2004 se produit ce qu'on appelle le grand élargissement. En effet, ce 5e élargissement intègre d'un coup 10 pays, dont une bonne partie de l'ancienne ère soviétique, avec les pays baltes, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Et par ailleurs, on intègre également la Slovénie, Malte et Chypre. En 2007, 6e élargissement avec 2 pays supplémentaires, 2 autres États de l'ancienne ère soviétique, la Roumanie et la Bulgarie, tandis que par ailleurs, on accueille 5 pays supplémentaires dans la zone euro, l'un des pays baltes, l'Estonie, la Slovaquie, la Slovénie, Malte et Chypre. En 2009, signature du traité de Lisbonne. C'est le traité qui est actuellement en vigueur. Nous y reviendrons. À noter qu'en 2012, l'Union européenne a obtenu le prix Nobel de la paix. En effet, les États membres de l'Union sont en paix depuis plus de 70 ans, durée inédite sur un continent jusqu'ici champion des guerres et conflits en tout genre. En 2013, intégration d'un État supplémentaire, la Croatie, avec 2 membres supplémentaires pour la zone euro, les 2 autres pays baltes, la Lettonie et la Lituanie,
ce qui porte le nombre d'États appartenant à la zone euro à 19, ce qui est la situation actuelle, sachant que la Croatie, qui figure ici, est susceptible d'entrer dans la zone euro prochainement, en 2020, tandis que l'Union européenne avait rassemblé 28 États membres, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Ce qui donne sur cette carte la situation actuelle de l'Union européenne, étant précisé que un certain nombre de candidats dits reconnus sont susceptibles d'entrer dans l'Union européenne un jour. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, alors on doit dire maintenant Macédoine du Nord en vertu d'un accord passé avec la Grèce, le Monténégro, la Serbie et la Turquie. Il y a aussi ce qu'on appelle des candidats potentiels, en l'occurrence Kosovo, Moldavie, Ukraine. On entend par candidats potentiels ceux qui ne sont pas officiellement encore reconnus, mais avec lesquels on a engagé un certain nombre de discussions pour les intégrer un de ces jours. Et puis notons que des procédures d'intégration n'ont pas abouti. Ça concerne l'Islande, la Norvège et la Suisse pour des raisons diverses que je ne développerai pas ici. Petit clin d'œil à la Turquie, qui est toujours en attente et qui risque de le rester longtemps, compte tenu de l'évolution fâcheuse du régime actuel. Quant au Brexit, quelques mots sur ce feuilleton pitoyable qui a démarré avec le référendum du 23 juin 2016, ayant conduit, après 4 ans de discussions pénibles, à la sortie du Royaume-Uni de l'Union en 2020. Et vous avez sous les yeux quelques éléments d'appréciation qui méritent quelques commentaires. Tout d'abord, en termes d'échanges commerciaux, contrairement aux âneries qu'ont pu débiter les partisans du Brexit pendant la campagne précédant le référendum, l'essentiel des échanges se fait avec l'Union européenne, tandis que, avec les États-Unis d'une part et les pays du Commonwealth d'autre part, les échanges sont beaucoup moins importants. Et le Royaume-Uni ne pèse à lui tout seul pas assez lourd pour conclure d'autres accords de libre-échange, et du reste, aucun accord n'a été passé à ce jour directement par le Royaume-Uni avec quelque puissance mondiale que ce soit. Par ailleurs, le Royaume a pris 2 risques graves. D'une part, l'Écosse, qui a majoritairement voté contre le Brexit, a des velléités d'indépendance qui seraient susceptibles d'aboutir. Et d'autre part, l'Irlande du Nord serait tentée par une réunification avec la République d'Irlande compte tenu de toutes les difficultés résultant de la mise en place des contrôles douaniers tels que prévus par l'accord qui a finalement été conclu en 2020. Bref, le Brexit met le Royaume-Uni dans un épisode de difficultés économiques et financières dont il n'est pas prêt de voir le bout. Wait and see. Venons-en maintenant au cœur de notre sujet avec les institutions de l'Union européenne proprement dites. Elles sont au nombre de 7, avec en premier lieu le Conseil européen qu'on peut qualifier
d'institutions faîtières, nous verrons pourquoi, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen, autour d'un triangle qui symbolise, si je puis dire, la fabrication de la loi européenne, et d'autre part, la Banque centrale européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des comptes. Le Conseil européen est né de la pratique engagée en 1974, nous l'avons vu, de réunir régulièrement les chefs d'État ou de gouvernement de la communauté européenne. Cette pratique a été institutionnalisée par l'Acte unique européen en 1986. Il réunit l'ensemble des dirigeants européens au moins 2 fois par semestre, en mars, juin, octobre et décembre, sans compter les réunions extraordinaires qui se sont multipliées depuis la crise économique en 2008. Les réunions du Conseil européen sont appelées sommets européens. Les décisions y sont prises par consensus à l'issue de négociations entre les États membres, commencées bien avant le sommet. Le Conseil européen fournit à l'Union l'impulsion nécessaire à son développement et définit les orientations politiques générales telles que fixées par l'article 4 du traité de l'Union. Ensemble, les chefs d'État et de gouvernement définissent les priorités et le calendrier de la construction européenne. Le président du Conseil européen, actuellement le Belge Charles Michel, est nommé par les États membres pour un mandat de 2 ans et demi, renouvelable une seule fois. Voyons maintenant les 3 institutions qui sont directement chargées du processus décisionnel européen, en commençant par la Commission européenne. Elle est composée de 27 commissaires, un par État membre, pour un mandat de 5 ans. Le président ou la présidente, actuellement Madame Ursula von der Leyen, est désigné par le Conseil européen, puis élu, ainsi que les 26 autres commissaires, par le Parlement européen. Elle dispose seule de l'initiative législative, tout en assumant le pouvoir exécutif selon les orientations du Conseil européen. Elle est gardienne des traités, c'est-à-dire qu'elle veille au respect et à l'application du droit européen sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle s'informe, prévient et sanctionne les États membres en cas de non-respect des traités européens. Elle peut elle-même saisir la Cour de justice si l'État ne suit pas l'avis qu'elle lui a préalablement envoyé. Elle assure la représentation extérieure de l'Union, sauf dans le domaine de la politique extérieure et de sécurité commune, assumée par le haut représentant de l'Union, dont nous reparlerons avec le Conseil de l'Union européenne. Elle assure également les relations avec les organisations internationales et met en place les délégations auprès des pays tiers. Le Conseil de l'Union européenne, on dit aussi Conseil des ministres pour éviter la confusion avec le Conseil européen, ou pire, avec le Conseil de l'Europe, représente les États membres, tandis que, nous le verrons, le Parlement européen représente les citoyens. Ce Conseil est composé des ministres des États membres selon le sujet traité. Ainsi, lorsqu'on parle d'agriculture, ce sont les ministres de l'agriculture qui se réunissent. Lorsqu'on parle de questions financières, ce sont les ministres des Finances, etc. La présidence du Conseil est assumée par
l'un des États membres pendant 6 mois selon un calendrier établi à l'avance. Ce fut le cas de la France de janvier à juin 2022. C'est actuellement la République tchèque qui assume la présidence jusqu'en décembre prochain, tandis que la Suède prendra le relais le 1er janvier 2023. Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de présidence tournante d'un État, il ne s'agit pas, comme le disent parfois les médias, de la présidence de l'Union européenne, mais uniquement de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Exception à ce principe, tout ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune est présidé non pas par un État membre, mais par un haut représentant, en l'occurrence actuellement Josep Borrell, qui est en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Les décisions du Conseil de l'Union européenne se prennent généralement à la majorité qualifiée selon un dosage complexe que je ne détaille pas ici, tandis que certains domaines importants comme les affaires étrangères, la défense ou la fiscalité relèvent encore du principe de l'unanimité. Le Conseil de l'Union européenne se prononce sur la législation proposée par le Conseil européen conjointement avec le Parlement. De même, il établit le budget avec le Parlement. En revanche, il définit seul la politique étrangère et de sécurité commune en fonction des orientations du Conseil européen. Le Parlement européen, qui représente donc l'ensemble des citoyens de l'Union européenne, peut être considéré comme la seule institution véritablement démocratique dans la mesure où les eurodéputés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans. Les élections sont organisées sur une même période de 3 jours dans chacun des États membres de l'Union. Cependant, une fois élus, les députés européens n'ont pas vocation à représenter le seul pays dont ils sont issus, mais tous les citoyens européens, et ils sont répartis au sein de 7 groupes de l'extrême gauche à l'extrême droite, outre les non-inscrits. Bien qu'ils ne disposent pas de l'initiative législative, qui appartient à la seule Commission européenne comme nous l'avons vu, les pouvoirs du Parlement européen se sont considérablement accrus depuis sa création en 1979. En effet, outre son rôle de co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne, les députés européens exercent un contrôle sur la Commission européenne, dont ils élisent le président ou la présidente, approuvent les 27 autres commissaires et peuvent contraindre la Commission européenne à une démission collective en votant une motion de censure. Le président ou la présidente du Parlement européen est élu pour 2 ans et demi renouvelables. Après le mandat de l'Italien David Sassoli du 3 juillet 2019 au 11 janvier 2022, la Maltaise Roberta Metsola a été élue le 18 janvier 2022 pour la 2e moitié de la législature. Remarquons encore que chaque État membre dispose d'un nombre de sièges proportionnel à sa population.
avec cependant un minimum de 6, comme c'est le cas pour Malte, Luxembourg et Chypre. Le pays le plus peuplé, l'Allemagne, a droit à 96 sièges, suivi par la France avec 79 sièges. Vous avez compris que les eurodéputés ne siègent pas au Parlement européen pour représenter les seuls citoyens du pays dans lequel ils ont été élus. Voyons concrètement comment les choses se sont passées pour les eurodéputés français lors des élections de 2019. Vous avez ici les partis politiques français qui ont présenté des candidatures, et vous voyez que les 6 élus LFI ont intégré le groupe européen GUE-NGL d'extrême gauche, les 6 élus du PS et alliés ont rejoint le groupe sociaux-démocrate du Parlement européen, etc. 12 pour les Verts et partis régionalistes, idem pour les 24 élus de la majorité présidentielle française qui ont rejoint un groupe qui s'appelle Renew Europe. Les 8 élus républicains et centristes ont rejoint un groupe qui s'appelle PPE, qui veut dire Parti populaire européen. Et les 19 élus du Rassemblement national ont rejoint un groupe qui s'appelle ID, autrement dit extrême droite. Et puis par ailleurs, nous avons 4 sans étiquette qui ont rejoint un groupe de non-inscrits. Voyons maintenant comment se passent précisément les choses pour notre fameux triangle décisionnel européen. Rappelons d'abord que c'est le Conseil européen qui n'est pas impliqué directement dans le processus, mais c'est lui qui définit les grandes orientations et donne les impulsions pour que la Commission européenne propose les lois européennes, directives, règlements, décisions, soumises à l'approbation des 2 co-législateurs, d'une part le Conseil de l'Union européenne, qui représente les États membres, d'autre part le Parlement européen, qui représente les citoyens. Ces 2 institutions modifient, adoptent ou rejettent les propositions législatives et ils doivent se mettre d'accord tous les 2 pour que le processus aboutisse. Notons que le Conseil européen tranche les questions non résolues au Conseil des ministres. On peut dire qu'il tente d'arbitrer l'éventuel différend entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen pour qu'ils puissent aboutir à un accord. Par ailleurs, voyons les 3 autres institutions. La Banque centrale européenne est d'abord la banque centrale des 19 pays qui ont adopté l'euro. Elle veille à la stabilité des prix, gère les réserves monétaires et fixe les taux d'intérêt. Elle veille aussi à la sécurité des banques. Et il faut préciser qu'elle travaille en toute indépendance par rapport au gouvernement. Outre la préservation du pouvoir d'achat de la monnaie unique, la BCE a aussi vocation à mettre en œuvre la politique monétaire européenne. Le président ou la présidente de la BCE, actuellement Madame Christine Lagarde, est nommée pour un mandat de 8 ans, non renouvelable, d'un commun accord entre les chefs d'État ou de gouvernement des pays de la zone euro, sur recommandation du Conseil de l'Union européenne et après consultation
du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs de la BCE. L'Eurogroupe est un organe informel au sein duquel les ministres des États membres de la zone euro examinent toutes les questions relevant de la compétence de l'euro. Sa tâche principale est d'assurer une collaboration des politiques économiques entre les États membres de la zone euro, et il a également pour objectif de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte. La Cour de justice de l'Union européenne est composée de 27 juges indépendants, un par État membre, comme pour les commissaires, et de 11 avocats généraux qui disposent d'un mandat de 6 ans renouvelable sans conditions limitatives. La Cour européenne de justice veille au respect du droit européen. Ses principales tâches sont celles d'interpréter et d'assurer l'application du droit communautaire. Il est important de ne pas confondre la CJUE ni avec la Cour européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, ni avec la Cour internationale de justice, qui est un organe judiciaire des Nations unies siégeant à La Haye. La Cour peut être saisie par toute partie, institutions communautaires, États membres, personnes physiques ou morales, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte ou une institution communautaire. La Cour des comptes européenne est également composée de 27 membres, un par État membre, nommés par le Conseil de l'Union européenne après consultation du Parlement européen pour un mandat renouvelable de 6 ans sans conditions limitatives. Elle exerce en toute indépendance vis-à-vis des organes et des institutions de l'Union européenne la légitimité des dépenses des institutions européennes et toute personne ou organisation gérant des fonds de l'UE. Bien qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir juridique, elle a pour mission d'améliorer la gestion du budget de l'UE par la Commission européenne et de rendre compte de la situation financière de l'Union en général. Elle dispose en quelque sorte d'un bras armé qui est l'OLAF, qui veut dire Office européen de lutte antifraude. Elle effectue 3 types d'audits. Audit financier, pour vérifier que les comptes présentent fidèlement l'état financier, les résultats et les flux de trésorerie de l'exercice écoulé. Des audits de conformité, en vérifiant que les opérations financières respectent les règles. Et des audits de la performance, en vérifiant que les fonds de l'UE atteignent leurs objectifs avec le moins de ressources et de la manière la plus économique possible. Et nous voici maintenant dans le cadre de ce qu'on peut appeler les problématiques de l'Union européenne. Toute cette construction complexe, difficile à comprendre, interroge d'abord la forme de cette construction. Et on peut résumer ça sous l'interrogation fédéralisme ou souverainisme. Alors le fédéralisme, ce serait opter pour un modèle connu, qui d'ailleurs pourrait sans doute améliorer un fonctionnement chaotique et qui ne sait pas trop prendre parti et être visible. Le souverainisme, c'est probablement la solution minimale qui abîmerait cette construction. Parmi les causes de cette difficulté, il y a la question de l'unanimité ou de la majorité qualifiée. Qualifiée, c'est-à-dire aménagée pour ne pas être une majorité simple, mais une majorité supposant X%
d'États approuvant ou désapprouvant telle ou telle mesure. Il y a la question du principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève du niveau qui serait fédéral, ou en tout cas du niveau actuel de ce qui relève des institutions par rapport aux États membres. La clause de solidarité qui mérite d'être examinée avec attention, les consultations citoyennes et puis l'Europe sociale qui existe, mais qui existe de façon beaucoup trop elliptique. Quelques mots sur un sujet très peu connu qu'on appelle la politique de voisinage de l'Union européenne, qui encadre les relations de l'UE avec les 16 pays qui partagent une frontière maritime ou terrestre avec l'Union européenne, au moyen d'une aide financière et d'une coopération politique et technique avec ces pays. Elle vise à établir un espace de prospérité et de bon voisinage. À noter que la Syrie a été exclue de ce dispositif compte tenu du fait que le sinistre dirigeant actuel de ce pays n'est pas considéré comme un interlocuteur possible. Maintenant que vous avez, en tout cas je l'espère, une vision plus convenable des institutions de l'Union européenne, nous pouvons nous interroger sur les questionnements actuels et sur ce qui peut se passer après. Le plan de relance européen d'un montant global de 750 milliards d'euros est un bon exemple d'une évolution récente quant à la capacité de l'UE à décider d'un emprunt commun mutualisé pour financer ce plan. Autre exemple intéressant, le pacte sur la migration et l'asile, qui doit notamment modifier en profondeur le système qui régit actuellement les demandes d'asile dans l'Union européenne, en invitant les États membres à plus de solidarité dans l'accueil des migrants arrivant sur le sol européen. Cependant, dans la mesure où ce sujet relève encore du principe de l'unanimité, et compte tenu de la frilosité de certains États qui souhaitent transformer l'Union européenne en forteresse, nous sommes encore loin d'une politique d'accueil généreuse et solidaire. Et après, que se passe-t-il? L'Union européenne a 3 grands objectifs pour 2030. Les voici. Ils portent sur l'emploi, les compétences et la réduction de la pauvreté. Ils illustrent bien que nous sommes sortis d'une Union européenne purement économique. Ce qu'on a appelé la conférence sur l'avenir de l'Europe a consisté, sur une période d'1 an, à consulter sous diverses formes, notamment des réunions organisées un peu partout dans les États membres, à consulter donc l'ensemble des citoyens de l'Union européenne sur les réformes qui leur paraissaient indispensables de conduire pour que l'Union européenne devienne plus compréhensible et plus efficace. Parmi les mesures susceptibles d'être retenues dans le programme de réforme de l'Union européenne, il y a notamment le renforcement des pouvoirs du Parlement européen en le rendant enfin compétent pour l'initiative législative. Il y a d'autre part l'abandon de la règle de l'unanimité qui constitue un blocage récurrent sur les avancées, notamment sociales, voire aussi l'organisation d'élections transnationales pour les eurodéputés, c'est-à-dire la présentation de candidatures directement issues
de la représentation telle qu'elle existe dans les grands groupes politiques du Parlement européen lui-même. Quant au rapport sur l'état de droit, il a été présenté pour la première fois par la présidente de la Commission sous la présente mandature, et il vise à sanctionner les dérives autoritaires de certains États membres, notamment la Pologne et la Hongrie. Les sanctions prévoient notamment la suppression des droits de vote ou la suppression des subventions des pays visés, mais tout cela demande l'unanimité des États membres. C'est pourquoi, face à la lenteur de la procédure, le Parlement a adopté une résolution le 7 octobre 2020 demandant la création d'un mécanisme de l'Union visant à protéger la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Le Parlement européen, encore une fois, l'institution la plus démocratique de l'Union, est probablement le bon vecteur pour que l'Union européenne de demain soit plus lisible et plus démocratique. Merci de votre attention. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez.